Bonjour à toutes et à tous. C'est un moment un peu particulier dans notre vie, à tous, notre vie individuelle et notre vie collective, que ce que nous vivons. C'est difficile, plus difficile pour les uns, moins difficile pour les autres, mais de toute façon, c'est une remise en cause très profonde de notre manière de vivre et une interrogation pour tous sur ce qu'il est, sur la fragilité de ce qui l'entoure et sur la manière de se projeter dans le futur, parce que c'est très important de se projeter dans le futur, dans un futur qui est désirable. Alors, on a un peu de mal à dire cela aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, mon propos, je voudrais l'orienter autour de quatre points. C'est comprendre ce qui nous arrive, comment on assume les risques dans la société contemporaine, le retour au local et en même temps le développement du global. Et puis, comment est-ce qu'on arrive à trouver du positif dans la situation actuelle? Alors, d'abord, comprendre ce qui nous arrive. La question peut peut-être vous paraître un peu curieuse parce que, à dire, bah, écoutez, on n'a pas besoin de vous pour ça. On sait très bien ce qui nous arrive, c'est une pandémie. Oui, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que cette pandémie s'est développée de cette manière-là? C'est pas la première, il y en a eu plusieurs auparavant. Il y en a eu déjà dans les siècles passés, bien sûr, autour de la peste, en particulier la grippe espagnole en 1919, qui est souvent rappelée aujourd'hui. La particularité de celle qui nous attaque aujourd'hui, c'est qu'elle s'est développée du fait de la mondialisation et du fait de l'ouverture des transports, et puis du fait aussi, très probablement, et les études se développent sur ce sujet, de la perte de biodiversité, des difficultés qu'a la faune sauvage à vivre aujourd'hui et des conséquences que cela a en termes de déplacement des espèces, voire en termes de modification de leurs conditions de vie. Et c'est tout le débat autour du fameux pangolin, du pangolin chinois. Et on voit comment un virus, qui est quelque chose d'infiniment petit, finalement arrive à mettre par terre le système global. Donc on est bien dans une crise que l'on appelle écosystémique, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble de notre système, système économique, système financier, système sanitaire, système social aussi, bien sûr, et qui, d'une certaine manière, met l'accent sur les inégalités qui sont présentes dans nos sociétés. Regardez ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, où on constate que les populations noires sont beaucoup plus atteintes que les populations blanches et même hispaniques. C'est probablement parce que ce sont des populations plus pauvres qui n'ont pas accès aux soins, puisqu'il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis, et qui souvent subit des facteurs aggravants comme l'obésité. Voilà. Il est clair que le confinement dans une maison à la campagne et dans un F2 où vont vivre 8 personnes, c'est pas du tout, évidemment, la même chose. Donc, essayer de bien comprendre que ce qui nous arrive n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est quelque chose de beaucoup plus important et qui, en fait, soulève toutes les difficultés de la société dans laquelle nous vivons et qui ne peut pas, à mon sens, être séparée de la crise écologique. J'ai parlé de la biodiversité tout à l'heure. Le climat n'a pas directement de lien avec ce qui nous arrive, à deux exceptions près. Premièrement, il y a de plus en plus de liens qui sont faits dans les études entre la pollution atmosphérique, distincte de la question climatique, et le coronavirus. D'abord parce qu'on constate que dans les zones à très forte pollution atmosphérique, il y a plutôt plus de cas que dans les autres, c'est-à-dire un affaiblissement des défenses immunitaires des gens, et que d'autre part, on voit un lien entre l'augmentation des particules fines, particules de 5, et l'augmentation des cas de Covid. Alors, dans nos villes, bien sûr, il y a beaucoup moins de pollution puisqu'il n'y a plus de transport, mais il n'y a pas que la pollution du dioxyde d'azote ou ce qu'on appelle les NOx, il y a ce qu'on appelle les particules fines. Et actuellement, il y a beaucoup d'épandage parce que c'est la saison, c'est le printemps, et donc de dégagement d'ammoniac qui se traduit dans ces particules fines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième,
c'est que le dérèglement climatique pourrait avoir un effet d'accélération, pas sur le Covid-19, mais sur d'autres pandémies à venir, en particulier parce que du fait du réchauffement et de la fonte des glaces, et en particulier de la fonte en dessous des glaces, je peux dire en zone géographique, ce que l'on appelle le pergélisol, c'est-à-dire la zone de Sibérie qui est glacée, qui est la steppe glacée. Cette steppe glacée, elle fond. Et donc, elle libère tout ce qui était enfermé depuis des millions d'années et très probablement, dans ce qu'on libère, des virus qui sont très, très, très vieux et dont on ne sait pas du tout, parce qu'ils n'ont jamais vécu avec des humains, ni même avec les animaux qui existent aujourd'hui sur notre planète, ce qu'ils pourraient donner. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'on est rentré dans une crise particulière, celle du Covid-19, mais qui s'inscrit dans quelque chose de plus général. Comment on assume les risques? Vous êtes sociétaire d'une mutuelle d'assurance particulière, puisque vous êtes une mutuelle, une vraie mutuelle, peut-être la seule vraie mutuelle aujourd'hui, c'est-à-dire possédée par ces sociétaires. Comment est-ce qu'on assume ces risques-là? Alors, au niveau collectif et au niveau individuel. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau collectif, nos sociétés, je ne veux pas incriminer, pas lieu de faire ici de la politique, de la polémique politicienne, mais on ne peut pas dire que les gouvernements, beaucoup d'entre eux en tout cas, se soient montrés particulièrement préventifs dans ce qui nous arrive. La crise hospitalière que nous vivons en France depuis des années, eh bien, elle a montré ce à quoi on aboutissait, qui a été partiellement compensé par des efforts surhumains de notre personnel médical, de nos personnels soignants, ce qu'on appelle les blouses blanches, qui vraiment ont sauvé un nombre de vies probablement incalculable dans des conditions matérielles extrêmement difficiles. Quand on voit nos soignants qui sont obligés de se mettre des sacs poubelles parce qu'on n'a pas de surblouse à leur proposer, c'est quand même catastrophique dans une économie comme la nôtre. Manque de prévention dans les masques, on voit la guerre des masques entre les États, des États avec les collectivités territoriales, dans bientôt les médicaments, dont on a vu à l'occasion qu'on ne les fabriquait plus chez nous, et probablement aussi avec les tests. Donc, la prévention, je ne parle même pas de la précaution, la prévention n'était manifestement pas au rendez-vous et pas seulement chez nous. Il y a d'autres États où, effectivement, la prévention semble avoir beaucoup mieux fonctionné. Et enfin, ça n'a pas été, franchement, notre cas. Ça, c'est pour la prévention au niveau des États et au niveau de cette crise-là. Mais on peut extrapoler et se dire, finalement, comment on fait de la prévention pour ce type de risque que les assurances ne peuvent pas couvrir, parce qu'elles n'ont pas été prévues pour cela. Je rappelle par exemple que quand il s'est agi dans un autre domaine d'indemniser les propriétaires, enfin que les assurances acceptent de payer dans le cadre des fonds Barnier pour les habitants de l'immeuble qui s'appelle Le Signal, qui était à Soulac-sur-Mer, qui est un immeuble qui a été interdit d'habitation parce qu'il y avait un risque immédiat. Ils étaient maintenant en bord de l'eau, alors qu'avant ils étaient à 200 mètres. Donc c'est de l'érosion marine. Et le Conseil constitutionnel a dit non, il n'y a pas de mécanisme d'assurance et de solidarité nationale prévu pour ce type de catastrophe, l'érosion marine. Donc, comment est-ce qu'on fait fonctionner la solidarité nationale pour ces grands risques auxquels nous sommes désormais confrontés? Là, c'est une pandémie. Demain, c'est l'érosion marine avec des quantités de gens qui habitent au bord des côtes où la question va se poser. Elle se pose déjà pour des gens qui sont confrontés à des phénomènes de sécheresse dans leurs habitations, et les habitations se fissurent de partout. Cela peut être des questions liées demain à la biodiversité, si par exemple les agriculteurs qui produisent nos fruits et légumes n'ont plus du tout d'abeilles, comment on fait pour la pollinisation et indemniser le fait qu'on ne peut plus avoir une pollinisation naturelle. Voilà. Tous ces sujets-là, on les a sur la table et la question, c'est quelle prévention collective, à la fois au niveau étatique et au niveau de nos grands systèmes, pouvons-nous mettre en œuvre? Ce sont des vrais choix de société. Ce sont des vrais choix de société parce qu'il faut à la fois investir dans l'amont, c'est-à-dire essayer de réduire les risques le plus possible en amont, et puis faire jouer la solidarité nationale en aval.
Alors aujourd'hui, le gouvernement l'a fait jouer d'une certaine manière avec toutes les mesures qui sont prises pour permettre l'indemnisation des salariés qui sont mis au chômage technique, pour permettre que les entreprises ne tombent pas en faillite et puissent continuer à reprendre une activité une fois la crise passée. Mais tout ça, c'est des milliards d'euros qui vont être dépensés. Certes, il y a derrière les fonds européens, mais comment est-ce que nous allons financer tout cela sur la durée? Je pense que les territoires, dans toute cette affaire, ont montré combien ils étaient le niveau opérationnel. Les gens veulent s'alimenter près de chez eux, veulent pouvoir trouver les produits de première nécessité dont ils ont besoin à proximité, savoir comment ils ont été fabriqués et dans le même temps, ce dont on a besoin, je pense par exemple à la fabrication des masques en tissu que beaucoup de nos concitoyens et surtout concitoyennes sont en train de fabriquer parce qu'on n'a pas de masques chirurgicaux à vendre dans les pharmacies. C'est à proximité des gens qu'elles se font. Et donc, je pense que cette redécouverte de la proximité territoriale, de l'importance des liens territoriaux est quelque chose de très important, d'autant plus qu'on a vu aussi que dans cette crise, les maires étaient aux premières loges. C'est les maires qui ont, dans les premières communes qui ont été concernées, qui ont pris les choses en main dès le départ. Et là, aujourd'hui, on voit que ce sont les maires qui interviennent pour essayer de distribuer des masques à leur population quand c'est possible ou de l'organiser, cette distribution, quand elle est faite sur place, qui prennent des mesures pour assurer un confinement efficace, etc., etc. Et de manière très surprenante, c'est l'État qui se bat contre les maires qui prennent ce type de dispositions. Donc, on voit bien qu'on rentre aussi dans un débat de politique institutionnelle entre les territoires et l'État, parce que les territoires paraissent beaucoup plus efficaces pour défendre nos concitoyens et pour les organiser eux-mêmes. Et puis, je dirais, il y a la question du global. Je le disais tout à l'heure, cette pandémie, elle a commencé en Chine, comme d'ailleurs avait commencé le SRAS. En 2003, c'est pas un hasard, c'est un pays extrêmement dense, où il y a des traditions culturelles de consommation d'animaux plus ou moins sauvages qui font qu'il arrive des pandémies que nous n'avons pas, enfin des infections virales qui se transforment en épidémie puis en pandémie que nous n'avons pas chez nous, mais qui, du fait de l'organisation du commerce et du transport, se développent chez nous. Ça, c'est le mauvais côté des choses. Le bon côté des choses, c'est qu'il est clair que nous avons besoin de l'international et singulièrement de l'européen à deux niveaux. D'abord, au niveau de la prévention, au niveau de la recherche, bien sûr, même s'il y a des intérêts nationaux européens à défendre une recherche européenne pour ne pas dépendre des autres, comme nous avons vu que c'était le cas cette fois-ci, mais nous avons un intérêt à travailler de concert pour faire progresser la recherche et trouver des solutions, pour faire progresser aussi la lutte contre le dérèglement climatique et l'adaptation, sachant que ce n'est pas un pays ou une région toute seule dans son coin qui va le faire. Et on a vu l'effet délétère de la position de M. Trump aux États-Unis sur la question climatique. La même chose sur la biodiversité. Nous avons une responsabilité collective. La même chose sur la santé environnementale, la pollution chimique et la toxicité d'un certain nombre de produits. Donc, sur tous ces sujets-là, il y a une approche internationale à avoir avec, je dirais, un regard européen. L'Europe, dans cette affaire-là, a été très critiquée parce qu'elle est très peu intéressante. Le portefeuille santé n'est pas dans le portefeuille européen, hein, tout au moins pas directement. Donc, il faudrait que la sécurité sanitaire soit réellement une compétence européenne avec des moyens pour cela, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et l'Europe est en train de mettre beaucoup d'argent sur la table et il est bien sûr essentiel que la relance qui se fasse avec l'esprit de prévention. Il est clair que si c'est pour relancer l'activité économique en mettant des milliards d'euros, que nous allons mettre des années et des années à rembourser, si c'est pour relancer des activités économiques qui sont délétères, notamment très consommatrices de carbone ou très destructrices de la biodiversité ou très toxiques pour la santé humaine, c'est catastrophique parce que nous allons nous tirer une balle dans le pied. Donc, il faut absolument
pousser pour que l'Europe investisse dans la bonne direction. Il y a eu aujourd'hui 10 États qui ont signé un engagement, et je suis désolée que la France n'ait pas fait initiaux, signé un engagement pour aller vers un Green Deal dans le cadre de la relance, et je pense que c'est très important que nous poussions dans cette direction. Et je dirais que nous, consommateurs, acteurs, avons un rôle très important à jouer dans ce que nous achetons. Parce que si nous nous détournons des sources fossiles, si nous faisons attention au type de produits que nous achetons, si nous sommes attentifs à l'économie circulaire, si nous sommes attentifs à des produits sains, pas obligatoirement bio, mais sains, produits à proximité, eh bien, il est tout à fait clair que nous peserons considérablement dans l'orientation finale. Comment essayer dans cette période qui est quand même assez mortifère, où nous sommes assommés matin, midi et soir par les télévisions qui nous donnent les statistiques des morts, les statistiques des personnes en réanimation, les catastrophes familiales qui s'abattent, des situations tragiques de ceux que nous sommes obligés d'enterrer dans des conditions qui ne sont pas dignes et qui ne permettent pas l'expression du deuil. Comment dans tout cela essayer de trouver quelque chose qui nous donne envie de nous inscrire dans l'avenir. Alors d'abord, je dirais qu'en tant qu'êtres humains, la dignité humaine, c'est cela. C'est cette capacité, au-delà des difficultés que nous avons, de transmettre, de nous investir dans nos enfants, dans nos petits-enfants, en essayant de faire tout ce que nous pouvons pour eux. Ça, je dirais que ça a été un but de l'humanité depuis la nuit des temps, et il est impératif que nous reconquérions cette manière de voir. Nous avons le bonheur d'être ensemble, parce que nous en avons été privés, le bonheur du partage, le bonheur des fêtes familiales, le bonheur des réunions, le bonheur de l'humain, du partage de l'humain. Et puis, nous allons avoir besoin de repenser individuellement notre manière de vivre. J'y faisais une allusion tout à l'heure en parlant de notre rôle de consommateur. Je crois que c'est très important de nous dire, bien, avec ce qui vient de se passer, comment je fais pour avoir une manière de vivre qui finalement permet mieux l'adaptation à d'autres problèmes qui peuvent survenir dans le futur. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup plus facile de se poser ces questions qui peuvent paraître peut-être des questions de luxe par rapport à des gens qui aujourd'hui, du fait de la crise, ont vraiment des difficultés pour se nourrir. Et je pense en particulier aux familles, souvent monoparentales, dont l'enfant ou les enfants mangeaient à la cantine à midi et donc étaient convenablement nourris, et qui aujourd'hui ont un problème pour les nourrir convenablement. Mais il n'empêche qu'avec un esprit de redistribution et de prise en considération de la situation des personnes les plus fragiles, il est indispensable que nous nous posions chacun ces questions à nos niveaux. Et c'est la somme des réponses individuelles que nous allons être capables d'apporter qui va entraîner la machine. C'est quand même formidable de voir que dans tout ce que nous venons de vivre, finalement, les signes positifs, ceux qui nous ont fait chaud au cœur, ils sont venus de vous, de nous. C'était les applaudissements à 20h qui ont été commencés depuis quasiment le début de l'épidémie. C'est la manière dont se sont comportés nos soignants. C'est la manière dont les commerçants et d'autres se sont organisés pour aider les soignants, pour prendre en considération les difficultés qui étaient les leurs. C'est le fait que ceux qui avaient pas grand-chose à faire ou peu de choses à faire ont cherché à se rendre utiles en faisant des masques, en faisant du gel hydroalcoolique, en allant aider avec bien entendu toutes les précautions d'usage, tel ou tel, y compris le monde agricole pour ceux qui avaient cette capacité, sans tomber dans les bêtises qu'on a pu entendre par ailleurs. Donc, en fait, c'est dans les ressorts de notre société, et ça, je crois que c'est très positif, que l'on a puisé finalement ce qui nous permet de tenir actuellement. Et c'est là qu'on va pouvoir puiser
ce qui va nous permettre de nous projeter dans le futur. Nous avons une grande histoire derrière nous, il faut que nous soyons capables d'écrire une grande histoire devant nous. Et je suis tout à fait convaincue qu'on peut le faire. Il faut éviter de tomber dans la facilité. Il faut être très attentif à toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, dont on ne voit malheureusement pas trop le tenant et les aboutissants, les tenants et les aboutissants. C'est très réconfortant de voir, par exemple, la position prise par les 150 citoyens de la Convention climat, qui s'inscrivent tout à fait dans la logique de ce que je viens de dire. Et je pense que si nous sommes très nombreux à nous inscrire dans cette logique, à dire que nous croyons que nous avons là une opportunité historique à saisir pour nous transformer et répondre aux défis qui sont les nôtres dans ce souci de prévention, mais aussi de développement, de sens, de reconquête de l'humain, eh bien, alors à ce moment-là, je pense que nous pourrons être assez optimistes sur la suite de l'histoire que nous écrirons ensemble. Merci de m'avoir écouté.